Alors, pour vous dire, le making of de Brago. Nous sommes actuellement sur le making of de Brago. On est super contents, attention. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce journal de bord dernier du nom. Pour rappel, les journaux de bord détaillent et retracent du tournage à la post-prod notre long métrage Brago, film que nous produisons en indépendant, qui est actuellement soutenu par la région Grand Est, Moselle Est et est en partenariat avec Inspire-Metz. On démarre cette semaine avec la dernière partie de la création du film, celle où tous les efforts se réunissent pour porter leurs fruits, la post-production. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que la post-prod, il s'agit de la dernière étape de réalisation d'un film, mais aussi la plus longue et parfois la plus chère, comme par exemple pour des films avec de gros effets spéciaux. Il s'agit du moment où les FX, soit les effets spéciaux numériques, sont créés, le montage image comme son est effectué et où la communication entre elle aussi en jeu. Pour notre part, le challenge était un peu plus compliqué car au lieu d'être 10 à 15 pour un film de la même longueur que Brago, nous étions bel et bien 5 à tout casser. Et bien sûr, personne n'était là à plein temps, sinon ce serait pas drôle. Seront présents dans cet épisode Louis, cadreur mais également monteur à temps partiel. Regardez-moi cette carrure de mal là. C'est Brago ou quoi là, putain? Étienne, la légende vivante qui sera ici au son et au mixage, ainsi que Samuel, Lou et Benji. Comme nous l'avions vu dans les précédents journaux de bord, la post-production de Brago s'est effectuée sur le tournage même. À chaque fin de journée de travail, je m'enfermais dans la cave sur la station de montage que nous avons et montais ce que nous avions fait pendant la journée. Cela permet, comme dit, de rassurer les acteurs et l'équipe technique, mais me permettait surtout à moi de savoir où les problèmes étaient situés et comment avancer la narration. Je ne voulais absolument pas découvrir les mauvaises surprises une fois tout le monde parti sur ma table de montage, en me rendant compte que certaines scènes étaient tout simplement inutilisables. Alors, pourquoi vous montrer l'étape la plus ennuyante, banale et monotone d'un film? Eh bien justement parce que c'est à cette étape que les émotions prennent vie. Je suis prisonnière des autres. Nous avions conclu un modèle et un planning de montage images du film qui s'étalait de fin février à début juin et devions ensuite enchaîner directement sur les compositions, les effets spéciaux ainsi que la communication du film comme du making-of. En voyant ce planning, je me suis tout de suite dit ça ne rentrera jamais pour septembre, date que nous avions fixée pour finir et terminer le film. Je me suis donc réparti mes jours de travail comme si 2 jours de montage images en début de semaine, suivi d'un jour de pré-composition et d'étalo de ce qui avait été fait précédemment, puis 2 jours de montage du making-of et des trailers, plus la communication et enfin un dernier jour pour les réseaux. Et enfin un jour de repos. En gros, tout en même temps. C'était certes très lourd et chargé comme emploi du temps, d'autant plus que je ne sortais littéralement jamais de chez moi, à part pour manger bien sûr, mais le bonus était en réalité que je voyais enfin le film prendre vie. Vous vous en doutez bien, un travail titanesque tout seul, ça n'est pas drôle. Les autres membres de l'équipe ont pu participer de très près à la post-production, et je ne vais pas vous mentir, ça m'a vraiment aidé. D'autant plus que Flash Studio avait quelques commandes à côté de Brago, c'était franchement super reposant parce que quand l'un ou l'une montait du travail demandé, l'autre avançait sur le film, et inversement. Quelle productivité! Durant la post-production, on s'est quand même attribué des jours de pause comme une sorcière à Europa Park. C'est Chebest, tu vas cracher comme ça là. Et Chebest fait notre avion comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait Vincent là? Ou encore le test et le paramétrage d'un achat complètement démesuré de la part d'Étienne, les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons eu un emploi du temps absolument titanesque pour cette post-production et ça n'a pas été pour nous déplaire, d'autant plus qu'en ayant effectué tous mes stages de fin d'année de Master 2 chez notre propre association, cela me permettait d'avancer sur le film et de boucler des heures de stage aux yeux de l'école. Mais restait la partie la plus énergivore de la post-production, celle qu'il fallait absolument combler. La partie qui, en son absence, rend le film d'un éternel ennui, celle qui nous vaut très souvent des questions de la part de certains d'entre vous qui demandent d'où viennent les musiques. Déjà pour commencer, pourquoi les compositions sont-elles la partie la plus ennuyante et énergivore d'un film? Il s'agit d'un point de vue personnel bien sûr, je ne sais pas si d'autres compositeurs auront ressenti, mais personnellement ça bouffe le moral mais d'une vitesse absolument vertigineuse. Je vous explique le problème.
Une grande majorité d'entre vous qui avaient regardé Solitaire avaient vraiment apprécié la bande son. On se devait donc de faire encore mieux pour Brago, sachant que j'avais changé d'ordi entre temps, que le nouveau séquenceur, soit le logiciel de composition qu'on utilise et que j'avais nouvellement acquis pour Brago, m'était totalement inconnu, et que je devais tout réapprendre sur cette nouvelle station. Ça a été un pur calvaire, car même avec toutes les problématiques réglées, il y avait le problème de la redondance. Ça plombe le moral de composer, car on entend H24 les mêmes notes, une situation qui vous fait à la fin détester votre musique et vous fait la prendre comme un son que vous n'aimez pas, et donc avoir le problème de la continuité dessus. Plus le fait que je m'étais dit que les musiques de Brago ne devaient absolument pas sonner comme celles de Solitaire, il fallait donc qu'on trouve des thèmes et accords qui de 1 correspondaient à l'ambiance du film et de 2 n'allaient pas saouler les gens. On voulait que les musiques entraînent le spectateur dans un mood qui est assez compliqué d'expliquer, une espèce de calme assez pesant mais sans pour autant être terrifiant ou stressant. L'ambiance principale du film était ensuite contrée par des musiques de soirée qui remontaient le moral du spectateur. No spoil bien sûr, mais c'était un objectif qu'on s'était fixé au niveau de la BO, osciller entre une ambiance totalement inexplicable et celle de soirée assez prenante où le moral reprenait de plus belle. Après ce travail intense, il était temps de la communication et de la finition du montage du film. Louis, Lou, Samuel ainsi qu'Étienne ont donc pu continuer le travail qui avait été amorcé, toujours avec le sourire, mais quelle chance d'avoir cette équipe chez Flash Studio, sans deck. Pour vous illustrer le propos, je montais une partie d'une séquence le jour d'avant et Louis finissait l'autre. A l'inverse, je synchronisais une séquence entière et Benji ou Louis la montait entièrement. Je m'occupais ensuite de l'étalo et du montage son. Ça nous a permis d'avancer le plus efficacement possible à 2 ou 3 et de ne pas perdre de temps. Et venait ensuite le moment où la récompense allait enfin payer. Enfin presque. La ville de Metz nous avait autorisé, rappelez-vous, à projeter le trailer du film en plein air lors du festival Constellation de Metz. On ne savait absolument pas avant et après quoi ou qui nous passions. C'est une question très importante à se poser. On peut totalement vous décrédibiliser si vous passez après un gros blockbuster et que votre bande-annonce est au niveau des pâquerettes. C'est pour cela qu'on avait fait en sorte, au niveau du son, du rythme, de l'image et du montage, qu'on soit le plus efficace possible. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Je ne vais pas vous révéler les petits secrets de post-production, mais on a vraiment travaillé le son d'une certaine manière pour que les gens lèvent la tête. Preuve étant, comme on l'avait redouté et imaginé, la bande-annonce du dernier Mission Impossible et celle de Dune 2 passaient avant nous. Encore une fois, on était content d'avoir anticipé le coup. On était présent à 2 de ces projections et devinez quoi, certaines personnes du public ont levé la tête et certains ont même pris en photo le trailer. Le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, sincèrement. Mesdames et messieurs, c'en est fini des journaux de bord, malheureusement. Non, allez, pleurez pas, ça va aller. Car l'avant-première approche à grands pas. On ne vous dit rien pour l'instant, mais elle risque d'être très intéressante. Elle se déroulera à Metz, malheureusement, pour ceux qui se demandent. Je répète également qu'aucun lien de réservation n'est actuellement en ligne. L'événement n'est pas encore annoncé, ne cliquez donc pas sur ce que vous pensez être notre projo. Je pense en particulier à d'anciens liens de réservation pour la bande-annonce du château ambulant de Miyazaki qui traîne sur Facebook et Instagram, où on vous proposait de réserver pour voir le trailer en avance. Ça n'est absolument pas la même chose, ne vous faites pas avoir. On vous annoncera ça en grande pompe, ne vous en faites pas. Sachant que je le redis, je parle bien de l'avant-première du film et pas de la sortie officielle pour tout le monde. Celle-ci est toujours prévue pour décembre 2023, ça ne bouge pas, en physique et en ligne, mais encore une fois, rien n'est annoncé. Je n'en dis pas plus, mais restez à l'affût, ça va arriver très vite. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée si vous regardez cette vidéo avant d'aller dodo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Flash Studio, c'était Baptiste ainsi que toute l'équipe de post-prod, de tournage, de pré-prod de Brago. Portez-vous bien, ciao.